Bonjour à tous, merci d'avoir patienté pour ceux qui étaient déjà là avec nous. Sébastien Andrieux, je suis le chef du service économique régional pour le Brésil, basé à Brasilia. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet atelier Amérique latine que je co-animerai avec Richard Gomez, qui est le directeur Business France pour l'Amérique latine, basé entre Rio et São Paulo, que je salue, et Monsieur Maximino, qui représente la Société des villes et des hommes, que je salue également, et qui nous fait le plaisir de participer de cet atelier et témoignera donc de l'expérience de cette entreprise dans le cadre d'un projet FASEP au Brésil, pas très loin de Rio de Janeiro, dans le cadre d'un projet de mobilité urbaine. Donc, je vous propose de vous présenter très brièvement je dirais le menu de cet atelier. Donc, nous aurons 4 temps. Le premier temps, je ferai une courte présentation macroéconomique de la zone, assez brève. Ensuite, je laisserai la parole à Richard, donc pour Business France, qui lui vous présentera les principaux secteurs porteurs en Amérique latine et vous donnera un petit peu des clés des conditions d'approche du marché, notamment sur les aspects interculturels. Et en troisième temps, donc, ce sera le représentant des villes et des hommes à qui je laisserai la parole pour présenter le projet qu'ils ont mené, comme je vous l'indiquais, au Brésil. Et puis, le dernier temps sera un temps de questions-réponses pour un gros quart d'heure, 20 minutes, pour vous permettre de nous poser des questions selon vos intérêts sur la zone. Sans tarder, je vous propose, slide suivante, donc de vous donner un cadrage très général de la zone. Amérique latine, c'est 2 à 3 fois la superficie de l'Europe, c'est 22 pays, c'est forcément des situations très, très inégales. Mais je voulais vous donner au moins quelques indicateurs, et pour les principales économies de la zone, à chaque fois, ce seront 6 pays qui seront plutôt ciblés, donc les principaux pays, les principaux moteurs de la croissance en Amérique latine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de photo générale de la zone? C'est que d'abord, vous avez 2 grands marchés que sont le Brésil et le Mexique, qui représentent à eux deux 58% du PIB régional. Vous avez ensuite un pays qui se distingue par son ratio PIB sur habitant, qui est le plus élevé, qui est le Chili, et qui est de très loin le plus élevé de la zone, loin devant l'Argentine et même le Mexique. L'autre caractéristique, c'est en sortie de crise, et vous, entrepreneurs, vous le savez plus que quiconque, nous avons une dépréciation généralisée sur la zone des devises locales et une inflation un peu galopante, avec le cas un peu emblématique de l'Argentine, avec une inflation au-delà de 50%. Une autre caractéristique, cette fois sur l'ouverture commerciale, vous avez en fait plus ou moins deux catégories. Vous avez d'une part notamment le Mexique et le Chili, qui sont 2 pays relativement ouverts vers l'extérieur, notamment arrimés à des grandes zones de libre-échange, le Mexique notamment avec le Canada et les États-Unis, qui font que ce sont des économies relativement ouvertes. Et à contrario, vous avez d'autres économies comme celle du Brésil ou de l'Argentine, qui sont des économies relativement fermées et donc sont plutôt par construction des marchés sur lesquels on s'y attaque par une implantation et non pas par des échanges commerciaux, des exportations depuis la France. Ça, c'est à grands traits les éléments. De toute façon, la présentation vous sera mise à disposition par la suite et vous aurez l'ensemble de ces données de part vers vous. Ensuite, slide suivante. Je ne peux pas évidemment vous donner une photographie de la situation actuelle à Amérique latine sans parler de la crise sanitaire. Vous savez probablement que cette zone a été fortement impactée, a un lourd bilan humain dans le monde, avec des situations là aussi très, très contrastées. Donc vous voyez ici, pas des indicateurs de couleur, mais que le Chili et le Mexique notamment on présente relativement aux autres des taux de décès plus faibles. Le Pérou a été, lui, fortement endeuillé. Vous voyez également, et ça c'est la deuxième partie du slide, qu'en termes de vaccination, c'est quand même une zone dans laquelle il y a eu une forte accélération de la vaccination, et la couverture vaccinale atteint des degrés, je dirais, proches de ce que l'on connaît en Europe et en France en particulier. Slide suivante. Quelques éléments cette fois sur la croissance sur les 2 années et les perspectives à court terme. Alors, vous voyez, je pense que c'est assez parlant, ce diagramme est assez parlant. Vous voyez, donc,
globalement, évidemment, l'ensemble des économies ont reculé et assez lourdement, c'est le cas du Pérou notamment, du fait de la crise, mais ont connu un rebond assez vigoureux. Vous voyez, puisque c'est entre 4,7% au plus bas pour le Brésil en 2021, jusqu'à même presque 13% au Pérou. Donc, vous voyez une forte élasticité et un rebond vigoureux de la croissance et une perspective, je dirais, en 2022 qui est plutôt globalement positive sur la zone, avec toutefois des situations un peu singulières. La Colombie tirant son épingle du jeu, hein, avec une estimation de croissance attendue à 4,3%, et à l'extrémité un Brésil pour lequel on se rapproche d'une croissance, enfin une croissance atone, et on sera probablement en stagnation, puisque par ailleurs l'inflation continuera de peser sur l'économie brésilienne autour de 4-5% probablement. Slide suivante. Je vais vous donner là quelques peut-être indicateurs politico-économiques sur chacun de ces pays, très brièvement, pour vous rappeler que l'Argentine est encore en négociation difficile, âpre négociation avec le FMI, avec une échéance à fin mars qui approche à grands pas. Vous rappelez qu'au Brésil, le Brésil a rejoint en tant que membre non permanent le Conseil de sécurité de l'ONU pour 2 ans, ce qui lui donne quand même un accès à certaines négociations multilatérales et internationales, et par ailleurs attend à l'octobre un nouveau président de la République. Donc c'est un temps évidemment important, y compris dans le cadre de la relation bilatérale avec la France. Le Chili, pour sa part, attend la prise de fonction de Gabriel Boric en mars, donc c'est le nouveau président de la République. Et vous savez, la nouvelle constitution, probablement au second semestre. Slide suivante. La Colombie, des élections plus proches, quasiment sur le calendrier que nous connaissons en France, avec des législatives et des présidentielles en mars et en mai. Un point important, vous savez peut-être, la mise en œuvre et la mise en vigueur de l'accord de non-opposition au 1er janvier de cette année. Vous savez que c'est toujours un temps important pour améliorer le climat des affaires et probablement ça sera propice à encore accroître les opportunités de marché sur ce pays. Mexique, enfin, des élections donc, à un horizon plus lointain en 2024 et qui finit cette année également une présence en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. J'en finirai pour ce panorama avant de parler un peu de la relation bilatérale sur un focus au CDE qui me semblait important d'évoquer. Vous rappelez qu'il y a 4 pays de la zone qui sont déjà membres de l'OCDE, hein, le Mexique, Chili, Colombie et Costa Rica, le dernier entrée, et que le 25 janvier dernier, le Conseil de l'OCDE a acté et a entamé le processus formel d'adhésion à l'organisation pour 3 autres candidats en Amérique latine, que sont l'Argentine, le Brésil et le Pérou. Et vous savez que c'est toujours un fait assez marquant pour des économies, puisque c'est souvent un moyen pour eux de converger vers des critères internationaux et d'améliorer le climat des affaires. Dernière slide me concernant, vous donner une petite photographie, là aussi sur la zone de la relation bilatérale entre ces pays et la France. Le ministre du Commerce extérieur et de l'Attractivité, M. Rester, a annoncé ce matin les résultats du commerce extérieur de la France avec un lourd déficit. La particularité est que cette zone, au contraire, contribue positivement à notre balance commerciale, puisque nous avons un solde commercial positif avec l'essentiel des économies du continent, exception faite du Chili et du Pérou. Eu égal à leur poids, vous voyez que le Brésil et le Mexique absorbent près de 60% à eux deux de nos exportations vers la zone. Et enfin, une particularité peut-être du marché brésilien dans lequel j'exerce, qui représente à lui seul 2/3 des IDE, donc des investissements directs étrangers français dans la zone, et qui représente également la grosse part, plus de 50% de l'emploi généré par ces entreprises dans la zone, avec près de millions de personnes employées. Alors, ce sont des chiffres de 2018 qui datent un peu, mais c'est les derniers disponibles pour l'INSEE. Je sais que notamment la Colombie a surperformé ces années avec une croissance de 50% en la matière.
Voilà pour ma présentation un peu générale. Je suis conscient d'avoir été très sommaire et de ne pas avoir pu traiter tous les sujets, tous les pays de la zone, mais on pourra y revenir ensuite dans les questions-réponses. Et je voudrais laisser sans tarder la parole à Richard. Si tu veux bien actionner ton micro, la parole est à toi, Richard. Merci Sébastien, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, on parle d'une zone énorme de 650 millions d'habitants, donc effectivement c'est une zone par sa taille et par sa population qui est une des principales zones économiques au monde. Tu l'as dit Sébastien, avec un excédent commercial, donc effectivement il n'y a pas beaucoup de zones effectivement malheureusement sur lesquelles la France est en excédent commercial, et ce qui prouve que la France est attendue et des produits français sont attendus et demandés ici localement, tout secteur confondu. On est une belle référence généralement quel que soit le secteur d'activité. Juste pour rappeler, Business France, on est présent donc au Mexique, en Colombie, au Chili, en Argentine et au Brésil pour aider les entreprises françaises à se développer ici. Slide suivante. Donc, sur les secteurs d'opportunité, là aussi, on mettra à disposition, bien évidemment, ces slides. Donc je ne vais pas tout traiter. Mais effectivement, dans le secteur de la santé, qui est un de nos principaux postes d'excédent commercial, nous sommes attendus avec ce qui est connu et général un peu dans beaucoup de pays, c'est-à-dire les dispositifs médicaux, la télémédecine, et une particularité aussi qui n'est pas forcément très connue en France, mais c'est aussi le fort développement de la silver economy. Alors, on en parle beaucoup en France, un peu négativement en ce moment, mais sachez qu'effectivement, il y a toute une opportunité sur ce marché parce que la population latino-américaine n'est plus jeune. Elle s'est fortement envieilli, donc c'est un sujet effectivement qui est traité et sur lequel la France a plutôt un savoir-faire assez intéressant. Slide suivante. Sur la partie agroalimentaire, alors oui, bien sûr, une particularité. Alors, les Latino-Américains rejoignent effectivement les nouveaux régimes, que ce soit le vegan, que ce soit les événements effectivement les aliments un peu plus sains, sachant qu'il y a toute une partie de la population qui souffre de diabète, et que ce soit notamment avec des taux principales causes de mortalité, que ce soit du côté du Mexique et sur le Chili, qui a fait un gros travail aussi sur ces aspects-là. Sachez qu'en termes de distribution, les Français sont très, très bien placés, notamment au Brésil et en Colombie, où on est les leaders de la distribution nationale, donc ce qui veut dire que Carrefour et Casino, notamment, mais aussi Auchan sont effectivement des opportunités pour vous pour entrer sur ces marchés-là. Et donc vous êtes attendu sur cette partie-là, non seulement sur la partie distribution agroalimentaire, mais aussi sur la partie production, notamment au Brésil, où effectivement tout ce qui est innovation et technologie française sont plus que demandés. Dans la slide suivante, la partie, alors, industrie clean tech, c'est le gros du marché latino-américain. C'est là où Business France a la plupart de ses équipes. Bien évidemment, on a plusieurs choses sur le côté extraction, les matières premières, donc notamment dans la production du lithium, mais pas que, c'est-à-dire également aussi dans le pétrole ici au Brésil où je me trouve aujourd'hui. Bien évidemment, il y a toute la partie de l'industrie, et cette fois-ci, on parle beaucoup plus de l'industrie du futur au Mexique, de sa proximité avec donc l'Amérique du Nord, et donc la production d'automobiles, aéronautique notamment pour ce gros marché. Et en revanche, quelque chose qui est commun à l'ensemble de l'Amérique latine, c'est le plus grand taux d'urbanisation au monde. Donc, on frôle, selon les pays, on est entre 80 et 90% de la population qui vit dans une zone urbaine, ce qui veut dire que tous les sujets, que ce soit la gestion de l'eau, que ce soit la mobilité, bien évidemment, ou que ce soit la partie environnementale et la sécurité, bien évidemment, sont énormément de sujets sur lesquels les entreprises françaises peuvent se positionner et où il y a des attentes gigantesques parce que ce sont des villes, par exemple à Sao Paulo, qui représente plus de 20 millions d'habitants et Mexico, on est près de 30. Slide suivante.
Quelque chose qui est moins connu, c'est la partie tech et services. Quand je suis arrivé donc il y a 4 ans en Amérique latine, il n'y avait aucune licorne. Aujourd'hui, on est sur 25 licornes sur l'Amérique latine. On a quasiment une par mois qui s'est créée, notamment qui a émergé donc, pendant la pandémie. Et c'est un des principaux marchés en termes de réseaux sociaux. Donc ce qui ouvre plusieurs champs. Alors, le premier, bien évidemment, la cybersécurité. C'est une zone qui souffre énormément d'attaques et des demandes de rançonnage ici. Donc, c'est un marché sur lequel les entreprises souhaitent effectivement se sécuriser. Donc là, toutes les entreprises françaises qui ont des technologies sont attendues. La partie fintech, énormément, gros marché parce que le taux de change, parce que difficulté effectivement de financement sur le marché local. Ça, forcément, c'est quelque chose qui est très, très attendu ici. Et donc, toute nouveauté est rapidement, contrairement à la France, on prend un peu de temps généralement au démarrage lorsqu'il y a une nouveauté et ensuite une adoption assez large. Ici, le taux d'adoption est rapide et ce qui fait que, je parlais des réseaux sociaux, on est sur la première ville Uber au monde avec Sao Paulo et la troisième avec Rio au monde en nombre de courses de Uber, par exemple. Mais vous allez avoir la même chose sur Instagram, vous allez avoir la même chose sur Facebook, des taux d'adoption gigantesques. Et le retail, le e-commerce, explosion. Alors, vous allez me dire comme tout le monde durant la pandémie, mais la particularité, c'est qu'encore une fois, vous avez derrière ce e-commerce, cette particularité aussi d'avoir souvent de la distribution française qui est associée. On enchaîne avec une vision rapide, encore une fois, interculturelle en juste une slide. Mais sachez que voilà, les Français sont plutôt bien vus sur le côté clarté et précision, sur la ponctualité, le respect des délais, sur la fiabilité, considérée comme fiable, sur notre capacité donc à planifier et les services et les produits que l'on fait. Là, on va dire, on aura peut-être des pistes d'amélioration. C'est ce côté un peu distant et trop formel, trop formel pour des latino-américains qui souhaitent plutôt des contacts faciles et de l'informalité, c'est-à-dire énormément d'échanges, notamment par WhatsApp. Je reçois des WhatsApp à 22h ou 23h le dimanche soir et ils attendent sans doute une réponse tout de suite. Donc, ça se fait très facilement. Et là, je parle de professionnel, je ne parle pas de personnel. On est considéré comme peu flexible donc par rapport à nos feuilles de route, trop théorique et qui avec peut-être une moins bonne capacité de pragmatisme par rapport à justement des univers qui sont généralement fluctuants en Amérique latine. Et ce que je vais éviter en terminant là-dessus, de tendance à monopoliser la parole, ça c'est quelque chose qui est mal vu du côté, ou du moins qui est mal assimilé du côté latino-américain. Donc je vais passer directement la parole, je crois, au témoignage de l'entreprise, si je ne m'abuse. Merci. Merci Richard. Tu as en effet bien tenu ton timing, tu as été même un peu plus rapide que prévu, donc c'est parfait. Merci à toi et je crois qu'on pourra revenir ensuite peut-être lors du temps des questions-réponses sur ces éléments que tu as donnés à la fois en termes d'opportunités très nombreuses, diversifiées, mais également sur comment aborder au mieux ce marché latino-américain et les latino-américains eux-mêmes. Merci. Donc, je propose qu'on enchaîne sur le troisième temps et je vais laisser la parole donc, à Bruno pour intervenir sur le projet de FASEP, donc pour la Société des villes et des hommes. Donc, Bruno, merci d'avoir accepté vraiment cette invitation de venir témoigner. Je crois que c'est important que des entreprises parlent à des entreprises. Et donc, à vous la parole. Allez-y. Merci Sébastien, merci Richard pour ces deux premières parties. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno Maximino, chef de projet des villes et des hommes, des VDH. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre expérience avec un projet FASEP, des mobilités urbaines durables au Brésil. Et j'en profite aussi pour remercier l'organisation de Bercy France Export pour l'invitation. On peut commencer. Prochaine slide. Oui, tout d'abord, je voudrais présenter rapidement des VDH. Nous sommes un bureau d'études qui, depuis 2011, appuie les collectivités locales à travers le monde entier dans la conception de projets urbains, de projets de mobilité urbaine et durable. Et actuellement, nous sommes 10 collaborateurs et nous sommes déjà intervenus dans différentes géographies
vous pouvez le voir sur cette carte. Et pour ce qui est en Amérique latine, on est intervenu notamment au Pérou, en Colombie, en Équateur, au Brésil, en République dominicaine et plus récemment à Cuba et au Mexique. Prochaine slide. Nous travaillons avec 4 axes d'activité: les plans et les politiques de mobilité, les transports en commun, la gouvernance et l'équilibre financier des autorités qui gèrent le transport, et les coopérations techniques. Et tous les 4 axes, ils s'appuient sur un appareil méthodologique qui combine 8 grands éléments, comme vous pouvez les voir sur cette diapositive. Et maintenant, je vais passer à parler du projet FASEP proprement dit. Du coup, concernant le projet FASEP, il s'est déroulé à Niterói, sur la baie de Rio de Janeiro. Il faut juste traverser les ponts qui traversent la baie. Il est financé par la Direction générale du Trésor français, mais il a une particularité car il est géré par la CAF, la Banque de développement de l'Amérique latine. Notre bénéficiaire est la mairie de Niterói et nos principaux interlocuteurs sont le bureau de gestion du projet qui est attaché au cabinet du maire directement et le secrétariat à la mobilité et l'urbanisme. Sur ce projet, nous nous sommes associés à d'autres grands bureaux d'études français, comme Transamo, pour tout ce qui est exploitation, équipement et système de transport, et chez Associés pour l'architecture et l'urbanisme, et SCE pour les infrastructures. Et nous avons aussi dans l'équipe des experts locaux pour des expertises pour lesquelles une très bonne connaissance des pratiques locales est indispensable. Donc, pour tout ce qui est les enquêtes terrain, les pratiques, les analyses socio-environnementales, l'analyse du genre, mais aussi les bureaux locaux de topographie, géotechnie, etc. Slide suivant. L'étude elle porte sur la création d'une ligne tramway d'environ 12 km qui va du nord au sud de la ville de Niterói. Et la ligne desservira directement plus de 120 000 personnes qui habitent dans un rayon de 500 mètres autour des stations. Par ailleurs, cette ligne elle est située au cœur d'un arc de mobilité métropolitaine du côté est de la baie de Rio. Et donc, elle pourra ainsi desservir la population de l'agglomération millionnaire voisine de San Gonçalo, au nord de Niterói, grâce à un système de rabattement par bus qui est aussi prévu. La ligne jouera un rôle important d'accélérateur de développement urbain des quartiers plus défavorisés sur son tronçon nord. C'est la photo en haut. Et elle permettra aussi de mettre en valeur les riches patrimoines naturels et culturels de Niterói. Vous pouvez voir un exemple sur la photo de bas. La slide suivante. Notre étude de faisabilité comporte des volets techniques, bien sûr, financiers et institutionnels. Et elle s'inscrit dans les processus technico-administratifs classiques brésiliens et vise aussi à préparer de façon pragmatique les futurs appels d'offres des études détaillées qui vont suivre et les travaux. La slide suivante. Et je voudrais aussi présenter rapidement quelques visuels qui présentent les projets. Et ici, on commence par l'extrémité nord du corridor, dans les quartiers de Barreto. Slide suivante. Nous proposons ici de créer une zone de trafic apaisée et des pistes cyclables sécurisées. Aussi, les plantations sur l'axe du tramway permettront de renforcer les riches tissus végétaux déjà existants en liaison avec les parcs. Et pour cela... Et pour ces raisons, nous avons appelé cette séquence d'oasis urbaine qui peut irradier les verts existants du parc. Les slides suivantes.
Les centres-villes, ils se caractérisent par des immeubles commerciaux des années 60-70, mais aussi par les manques de végétalisation et par un manque d'activités récréatives nocturnes. Les soirs, il n'y a pas d'animation. Et la slide suivante montre que notre proposition est de végétaliser la plateforme de tramway afin de rendre les sites plus attractifs, mais aussi pour lutter contre les îlots de chaleur dans ces quartiers. Et la slide suivante. Nous sommes à l'extrémité sud du corridor, où se trouve actuellement une station des BHNS, ainsi qu'une station de ferry qui effectue la liaison Niterói-Rio de Janeiro dans le quartier des Chalitas. Et la slide suivante. Vous voyez que nous proposons ici d'intégrer les tramways à ces pôles d'échange, mais aussi de rendre la piste cyclable plus visible tout en renforçant le côté végétal. Parce qu'ici, il s'agit de redonner au site, en fait, tout son caractère actuel et qui redevienne un espace de transition entre les collines verdoyantes qui sont situées du côté ouest de cette photo, du côté gauche sur cette photo, du coup, entre transition entre ces collines verdoyantes et la baie des Rio. Il faut citer aussi que ce site est très prisé de tous les habitants de l'agglomération parce qu'il offre une vue extraordinaire sur la ville de Rio et son fameux pain de sucre qu'on devine à l'horizon de ses visuels. Slide suivante. En termes de prévision de trafic, on a adopté des hypothèses prudentes et elles montrent que la ligne tramway pourrait être fréquentée à terme par environ 120 000 passagers par jour et que les coûts d'enregistrement pourraient s'élever à environ 300 millions d'euros, soit 25 millions d'euros du kilomètre, ce qui est un ratio habituel pour ce type de projet urbain. Prochaine slide. En termes de retour d'expérience, pour vous faire un petit retour d'expérience, on peut commencer par un premier point positif. Nous pouvons citer que l'étude a vraiment eu une approche systémique pour que les projets soient vraiment intégrés et tous les fronts soient bien analysés et intégrés dans les propositions qui ont été faites. Slide suivante. Et d'autres points positifs que nous pouvons citer aussi. Nous pensons que la présence d'un membre de l'équipe en continu dans les locaux de la mairie, les premiers points. Les deuxièmes, les soins apportés à la compréhension des stratégies municipales et la mise en valeur de tous les savoir-faire français dans l'art de gérer la transition écologique des villes ont été sans doute des points très positifs dans notre démarche. Mais bien sûr, on a dû surmonter des difficultés qui connaît l'économie mondiale avec la crise Covid, mais aussi des difficultés par rapport à des relations parfois conflictuelles entre la mairie et les exploitants privés des bus actuellement. La slide suivante. Ce qui concerne les retombées, premièrement, nous pouvons citer que les recours aux caméras du centre de supervision de trafic, qui est des technologies françaises d'ailleurs, complété par l'utilisation des drones, nous a permis de quantifier rapidement les flux des véhicules sur tous les territoires de Niterói. Nous avons aussi établi une très bonne relation avec les co-traitants et la collaboration s'est très bien passée. Et nous envisageons déjà de travailler ensemble sur des projets similaires dans d'autres géographies. Et bien sûr, de notre côté, nous espérons développer notre activité au Brésil. C'est un pays qui offre de très vastes perspectives dans le domaine de la mobilité urbaine durable et soutenable.
Et finalement, concernant l'écosystème français, nous savons qu'il existe de nombreux intervenants français du secteur qui sont déjà très bien implantés au Brésil et sont aussi déjà bien coordonnés, comme par exemple par les clubs de villes durables animés par l'ambassade de France au Brésil. Et il y aura sans doute des opportunités qui suivront ces projets FASEP pour l'écosystème français. En termes de réalisation, nous pensons que le développement effectif du projet sera sans doute articulé à moyen terme parce que, pendant la pandémie, la mairie a eu un investissement important pour ses politiques sociales. Et deux, il y aura des négociations importantes à mener avec les exploitants de bus. Et trois, les élections municipales arrivent dans 2 ans et demi. Donc, il y aura toujours un scénario politique, administratif à considérer pour ce projet. Et la slide suivante. Et aussi, on voudrait partager quelques éléments qui, pour nous, sont importants pour assurer, pour bien accompagner les bénéficiaires brésiliens dès les phases amont d'un projet jusqu'à la réalisation de ce projet. Nous pensons qu'afin d'augmenter l'implication des bénéficiaires, déjà, comme déjà dit aussi, la présence en continu d'un membre de l'équipe est très importante. Ça nous a permis d'établir de bonnes relations avec les bénéficiaires et une relation de confiance. Et aussi qui facilite la validation des rendus, etc. Un autre point, c'est que faire financer par les bénéficiaires les phases amont d'un projet FASEP permettrait aux bénéficiaires de s'approprier davantage le projet et qu'ils s'impliquent davantage au projet et qu'ils considèrent le projet comme les siens aussi. Et finalement, pour assurer les passages à la réalisation, nous savons qu'il est toujours difficile, c'est un moment très délicat, un moment difficile pour les décideurs politiques, parce qu'ils sont des montants très importants à investir, surtout dans une période compliquée pour l'économie mondiale. Mais l'intérêt du projet pour accélérer la transition écologique de Niterói, qui est une ville très pro-écologie, disons, la grande adhésion aussi des fonctionnaires de la mairie et l'organisation d'un voyage d'études dans des villes comparables. Ici, on cite Nice, par exemple, qui a été profondément transformé par la mise en place du tramway. Tous ces 3 points, on pense qu'ils sont autant d'atouts pour un passage rapide aux phases d'études détaillées et de construction aussi. J'ai fini ma présentation et je vous remercie à tous. Je reste à disposition pour des éventuelles questions. Je passe la parole à Sébastien. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation, à la fois très, très concrète et qui nous permettent en tout cas de voir un exemple concret d'utilisation d'un des outils qui vous avait été présenté dans la matinée pour ceux qui étaient de la plénière et notamment aussi le premier atelier sur les outils qu'offre la Direction générale du Trésor aux exportateurs. Et donc, on voit un exemple concret sur des sujets à la fois très, très contemporains et même très porteurs en termes de mobilité douce, respectueuse de l'environnement. Et je crois que c'est un bon moyen aussi de projeter le savoir-faire français sur les marchés extérieurs. Merci encore Bruno. Donc on doit passer, on est dans les temps, il nous reste un gros quart d'heure pour des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous manifester, d'autant que si il y avait besoin d'une compétence particulière, alors sur les marchés, on a Richard, sur l'expérience d'une entreprise, on a Bruno, et puis sur
une question qui serait plus d'ordre macroéconomique ou autre, j'ai vu dans les participants un certain nombre de mes collègues sur les autres pays de la zone, donc des autres services économiques régionaux, et donc ils sont à disposition et merci à eux de s'être joints à nous pour cet atelier. Alors je vois que nous avons une question qui est une question un peu générale. Donc pouvez-vous, s'il vous plaît, développer sur les aspects pratiques de la prise de contact et du rôle du service économique de la Team France Export pour l'approche du marché latino-américain. Alors, c'est une question assez générale sur laquelle je laisserai peut-être Richard compléter. Je dirais que la question, comme je ne vois pas qui la pose, la question est de savoir qui êtes-vous. Donc, je suppose que c'est plutôt une PME probablement, donc qui cherche à s'orienter sur ce vaste marché de 600 millions d'habitants avec des caractéristiques très particulières sur les marchés. Moi, je pense que, et je vais vous donner la parole, le bon contact, dans ce cas-là, c'est la Team France Export et c'est Business France qui peut ensuite vous aiguiller. Donc, Richard, si tu peux expliquer comment vous êtes structuré pour une PME qui s'intéresse à une zone aussi vaste pour peut-être l'orienter sur certains marchés prioritaires. Oui, merci Sébastien. On est loin, la zone est lointaine, donc on a fait deux choses et dans la révolution de la Team France Export, c'est qu'on a essayé effectivement d'aller au contact et à la proximité des entreprises, c'est-à-dire sur le territoire français et jusqu'au bout de ligne, donc effectivement le réseau à l'international. La première chose, c'est que toutes les chambres de commerce et les acteurs donc, de la Team France Export sont présents en région. Donc, vous devez avoir très probablement une chambre de commerce très proche de chez vous qui est notre relais et qui est le premier relais de la Team France Export. Donc, la première chose, c'est peut-être de vous signaler, d'approcher cette chambre de commerce qui est le représentant de la Team France Export en région et qui vous permettra effectivement d'avoir de l'information générale sur l'Amérique latine, mais sur les autres zones, pour savoir effectivement quelles seraient les zones les plus propices par rapport à votre projet d'internationalisation. Et en bout de chaîne, lorsque vous faites le contact avec ces entreprises, en bout de chaîne, nous sommes les représentants de Business France au Brésil, le représentant de la Team France Export. C'est valable dans les 5 pays que je vous ai mentionnés tout à l'heure, donc Mexique, Colombie, Chili, Argentine et Brésil. Le représentant de la Team France Export, celui qui recevra effectivement votre demande, ça sera Business France dans ces pays-là. Et sur d'autres pays, par exemple au Pérou, qui a été mentionné, c'est la Chambre de commerce France-Pérou qui est en charge effectivement de vous aider à vous développer sur ce pays-là. Donc, on travaille de manière intelligente avec tous ces partenaires, que ce soit la chambre de commerce, les chambres de commerce qui sont en France, et donc votre point d'entrée, et que je vous invite effectivement à faire, à commencer par cette étude générale sur quels sont vos projets à l'international, et que ce soit effectivement en bout de ligne ce qu'on recevra. On recevra votre demande soit en direct, soit effectivement via cette Team France Export en France, et pour vous aider à développer votre marché ici. On est là pour ouvrir des portes, on est là vraiment pour vous mettre en relation avec des partenaires potentiels, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient technologiques, un partenariat technologique ou autre. On est là pour faire cette mise en relation localement, donc avec des Brésiliens là où je suis au Brésil, mais c'est valable encore une fois sur l'ensemble du continent latino-américain. Merci beaucoup Richard, c'est très clair. Et évidemment, si vous avez des questions plus spécifiques ensuite sur les outils à vos dispositions, les outils financiers, donc en effet, c'est BPI France Export ou le service économique qui peut vous donner un aperçu global des outils disponibles. Je vois que nous avons une deuxième question et merci à monsieur Felipe Starling de l'avoir posée. Je la lis pour tous. Donc, bonjour, la réalisation du projet de tram Niteroi fera-t-elle l'objet d'un financement du Trésor ou de l'AFD? Alors, je laisserai peut-être Bruno après compléter. Vous expliquer peut-être dans la genèse de ce projet qu'en fait, il avait déjà fait l'objet d'un financement de l'AFD sur un outil qui lui est propre, qui s'appelle l'outil FASP, et qui était donc des pré-études de faisabilité. Donc ensuite, le Trésor a au travers des villes et des hommes, donc a financé un projet FASEP pour des études de faisabilité. Et donc là, en effet, et ça a été présenté par Bruno, donc il y a notamment toute la préparation à ce qui sera ensuite préparation d'un appel d'offres, mais et l'aspect financier du projet. Alors,
Je dirais que potentiellement, les deux pistes peuvent être étudiées. Donc l'AFD, possiblement, puisque c'est dans le cadre de son champ d'intervention au Brésil, peut intervenir sur des projets de mobilité dès lors qu'elles ont aussi un objectif de décarbonation, ce qui est un peu le cas dans ce projet. Donc elle peut tout à fait intervenir. De même que le Trésor, avec la particularité, c'est que le Brésil étant un pays de la catégorie des plus émergés dans les émergents, ne peut pas notamment, si c'est à ce que vous faites référence, ne peut pas notamment mettre en place des prêts du Trésor concessionnels. Donc, c'est des prêts à taux de marché. Alors, ceci étant, dans les deux cas, il y a une contrainte majeure au Brésil qui est l'obtention d'un accord de la COFIEX. La COFIEX étant, si vous voulez, l'organisation auprès du ministère de l'Économie qui autorise un État à s'endetter ou une municipalité à s'endetter et donc à recourir quelque part à la garantie souveraine. Et donc, je dirais que possiblement, c'est ouvert. Donc, je laisserai Bruno peut-être qu'il a de nouveaux éléments sur ce que pourrait être ensuite le financement de projet. Rappelez aussi qu'il y a un troisième acteur auprès duquel on compte beaucoup et que j'avais rencontré il y a quelques mois, qui est la CAF. C'était tout l'objet, et ça a été rappelé par Bruno, de ce particulier de ce projet, c'est-à-dire que la CAF, vous savez, est quand même une banque très active dans la zone, et on trouvait que c'était pour nous un acteur majeur parce qu'il est un acteur de proximité. Le Brésil est membre de la CAF, il est actionnaire, il bénéficie aussi dès lors de financement de la CAF, et donc j'ai pu revoir le directeur pays il y a quelques mois et ils étaient tout à fait intéressés, le cas échéant, à participer au financement de ce projet. Pour nous, c'est extrêmement structurant, puisqu'on estime que sur des pays émergents comme le Brésil, ça fait sens d'être à plusieurs et d'avoir en tout cas une banque multilatérale locale dans le financement. Je ne sais pas si Bruno, vous voulez peut-être compléter au regard de votre expérience et de ce qui se dit localement à Niterói. Allez-y, cas échéant. Non, je pense que vous avez bien expliqué la situation, le contexte. Le fait que l'étude soit financée par l'outil FASEP n'impose pas que la réalisation du projet effectivement soit faite par un financement français, Trésor ou l'AFD. Et comme bien expliqué, la CAF est aussi impliquée à ce projet. Au Brésil, il y a la Banque nationale de développement aussi qui a des bonnes relations avec la mairie de Niterói. Donc, il y a plusieurs possibilités aussi. Très bien, merci Bruno. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions, j'en vois pas dans le chat. Est-ce que Richard ou Bruno, vous voulez faire des compliments? Peut-être Richard, puis comme on t'a un peu contraint en termes de présentation, si tu veux peut-être reprendre un point particulier qui serait utile à nos participants. Oui, merci. Je pense qu'il y a ce qui est important pour les entreprises qui nous écoutent, c'est que c'est une zone effectivement éloignée, qui peut être complexe parce que par sa diversité et par, encore une fois, ses propres difficultés internes. Mais ce que les entreprises doivent effectivement avoir en tête, c'est que justement on a un arsenal complet à la fois donc de financement. Donc on l'a vu avec l'AFD, on l'a vu avec le Trésor, on voit aussi avec du financement de type BPI, on voit aussi une très forte présence des banques françaises sur ce marché. Donc ça c'est la première chose, le financement, le conseil avec donc les chambres de commerce en France, donc les équipes de la Team France Export en France qui sont là effectivement pour orienter au mieux, qui sont là pour donner au moins le premier niveau d'information par rapport au choix. Ensuite, l'accompagnement sur place, donc avec Business France. Donc, encore une fois, on est là pour vous orienter et pour vous mettre en relation avec les partenaires qui nous semblent les plus évidents, parce que effectivement, découvrir ou se lancer sur un projet sans connaître les distributeurs, c'est assez complexe. Et ensuite vient tout un univers qu'on a développé, qu'on a développé ici localement, qui sont ceux qui viennent en complément, donc que ce soit la gestion d'une filiale, que ce soit un conseil pour racheter une entreprise locale à un partenaire local, que ce soit effectivement sur l'hébergement aussi, qui
peut être temporaire ici sur place, que ce soit sur un conseil aussi d'avocat, donc sur ces aspects-là. Donc, on a mis en place vraiment de bout en bout, du local jusqu'au glocal, pour l'appeler comme ça, c'est-à-dire le côté globalisé en Amérique latine et avec des appuis locaux d'entreprises qui ont été sélectionnées non pas que par Business France, mais par divers acteurs, dont le service économique ici dans tous les pays, et notamment au Brésil, pour choisir effectivement le meilleur accompagnement. Et donc, vous avez la possibilité, vous avez un éventail d'aides qui est assez unique au monde, sans parler, bien évidemment. Mais là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est quelque chose qui est important. Et là aussi, c'est un dispositif qui est envié par beaucoup de pays. La possibilité d'utiliser un VIE sur place pour vous aider à développer vos affaires et à suivre effectivement ces affaires. Donc, vraiment, il y a un dispositif assez unique qui regroupe toutes les questions que l'on peut se poser sur ces dimensions. Et j'oubliais que la BPI aussi fait de l'assurance export avec l'ancien rôle de la COFAS pour aussi vous garantir en cas d'échec par rapport effectivement à une prospection qui ne donnerait rien. Mais généralement, on a plus de mal aujourd'hui, et je peux vous dire que mes équipes passent plus de temps à essayer de convaincre les entreprises de venir sur l'Amérique latine. On passe plus de temps à vous convaincre de venir qu'à vous trouver des clients. Donc je pense que quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est que encore une fois, on est attendu et vous êtes attendu ici. Merci Richard pour ce témoignage. Je crois que c'est important et finalement Bruno en est l'exemple. Alors certes, porté sur un outil spécifique, hein, le FASEB n'est pas un outil pour tout projet, pour tout marché, pour toute entreprise, mais enfin, vous voyez que c'est un étrier parmi bien d'autres pour des petites structures qui commencent à l'export. Et c'est vrai que l'Amérique latine, tu le rappelais justement, je parle sous le contrôle des collègues de Bogota, de Mexico, de Buenos Aires et de nos autres implantations qui nous écoutent, est un marché qui a peut-être à tort est un peu délaissé parce que voilà, il y a les grands dragons d'Asie, donc il y a un peu l'épicentre qui s'est finalement un petit peu délocalisé là-bas, alors que le marché latino-américain est un marché, j'allais dire, de proximité. Pas géographique, c'est pas plus près que l'Asie, mais sur un plan culturel, en tout cas, on a un gap, je dirais, culturel moindre. Et donc, comme le rappelait justement Richard et peut le témoigner Bruno, on a à la fois tous les outils disponibles, mais également toute la team France Export mobilisée et qui peut être à vos côtés pour vous aider à mettre le pied sur ce grand marché et sur ces multiples marchés qui vous ont été présentés pendant cet atelier. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Je crois qu'il est bientôt 16 heures. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vais faire peut-être juste un dernier tour de table auprès des personnes qui sont intervenues pour savoir s'ils veulent compléter, Bruno, Richard, ou même nos autres collègues des services économiques. Comme je disais, j'ai dû faire une photographie un peu sommaire et partielle de la zone, je le regrette. Mais de toute façon, on pourrait approfondir ensuite sur certains des marchés auprès des personnes dont tous les contacts sont disponibles. Donc, je ne sais pas si Bruno, Richard, vous avez d'autres messages. Si ce n'est pas le cas, sans nouvelles questions, on lèvera la séance pour vous préparer à ensuite avoir des rendez-vous individuels pour ceux qui en ont fait les demandes sur certains marchés spécifiques. Moi, j'aurais juste un point supplémentaire. Ah, pardon. Oui. Juste un point supplémentaire, pardon, qu'on retrouvera peut-être sur d'autres, pas forcément sur d'autres zones. C'est encore une fois, le caractère, l'émotion que suscite cette zone. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une zone très attachante et qui fait que lorsqu'on vient, on y reste et on s'y développe. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la France est le premier employeur étranger au Brésil, le premier employeur étranger en Colombie, et on a des volumes d'investissement dans cette zone qui sont assez considérables. C'est parce qu'effectivement, il y a du business, mais c'est parce que aussi il y a une certaine volonté quand on a goûté à l'Amérique latine, effectivement, de prolonger cette expérience.
et qui est aussi lié au côté latin et donc à ce qu'on appelait avant l'extrême Occident, parce que ça ressemble effectivement à un Occident qui s'est développé sur ce continent. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui fait un peu la particularité par rapport à d'autres zones géographiques. Donc à très vite sur l'Amérique latine. Richard, Bruno, vous vouliez dire un petit mot? Non, oui. Non, juste vous remercier et dire que DVDH aussi, on reste à disposition pour en discuter et on essaie toujours de se développer en Amérique latine. C'est une zone pour nous très, très importante qui représente une bonne part du marché de notre chiffre d'affaires. On a une représentante locale qui est basée à Lima, au Pérou. Donc, nous avons des perspectives là-bas aussi. N'hésitez pas à nous contacter si au besoin. Merci à tous d'avoir assisté à cet atelier. Vous voyez, on est extrêmement ponctuel. Il est 16h, heure de Paris. Il doit être donc par construction 12h au Brésil, midi. Donc, remercier très chaleureusement Bruno et Richard pour leur participation. Remercier également mes collègues des autres services économiques qui ont participé à la construction de cette présentation, ce PowerPoint qu'on vous adressera. Et voilà, vous dire que vous avez au travers nous des personnes à vos dispositions pour vous aider à approcher ce marché et en espérant vous voir bientôt dans nos différents pays de résidence. À bientôt. Au revoir. Merci.